Bonjour, Raymond Richard au micro. Pour cette émission Tourne-Page, nous avons la chance à Radio Grand-Ciel de recevoir Olivier Cogent pour nous parler du livre qu'il a commis, Le voyage de la Marie-Amélie. Alors merci, Monsieur Cogent, d'être à Radio Grand-Ciel. Ce voyage de la Marie-Amélie, sur la couverture, on voit l'Espagne, l'Afrique, des caravelles. Donc on se transporte au XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà. Le grand voyage de la Marie-Amélie, en fait, c'est un voyage négrier qui part de Nantes, où la Marie-Amélie est originaire, ainsi que son équipage, qui descend sur les côtes de Guinée, qui là fait le plein d'esclaves, de marchandises, oui, si l'on veut, et puis qui s'en va jusqu'à ce qu'on appelait à l'époque Cap français, qui maintenant s'appelle Cap haïtien, dans l'île de Saint-Domingue, et puis le retour de ce bateau jusqu'à Nantes, et donc on est dans ce qu'on appelait à l'époque le commerce triangulaire. On emmenait des marchandises qu'on échangeait en Afrique contre des esclaves, on emmenait ces esclaves en Amérique, et là on les échangeait contre des denrées coloniales, principalement du sucre, du rhum, mais aussi de l'indigo, du tabac. On ramenait tout ça en Europe. Le commerce triangulaire est la grande ressource de ce commerce international du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui vous a amené à tricoter, si j'ose dire, une histoire pareille ? Eh bien, dans une autre vie, j'étais instituteur, professeur des écoles, on dit aujourd'hui, et j'avais beaucoup d'élèves originaires à la fois des Antilles et d'autres originaires d'Afrique noire, soit d'Afrique occidentale, soit d'Afrique équatoriale. Et il me paraissait tous les ans indispensable de faire la leçon, enfin de raconter à ces enfants d'où ils venaient. C'est-à-dire, pour les Antillais, voilà, ils descendaient des esclaves, ils étaient les descendants directs de ces gens qu'on était allés chercher en Afrique. Et puis, il paraissait aussi très important de dire aux élèves originaires d'Afrique, de leur dire, voilà, vous êtes les descendants de ceux qui ont été colonisés par la force, sans aucun égard, et voilà, vous êtes le produit de ces deux histoires-là, et ça me paraissait très important qu'ils le sachent et de leur enseigner. Ils accueillaient cette affaire comment ? La curiosité. Oui, il avait du mal à y croire des fois, mais comment peut-on s'intéresser à nous ? Voilà, c'était une autre façon de les amener à non pas à des savoirs, mais à une connaissance d'eux-mêmes, à une réflexion sur eux-mêmes, à une réflexion sur leur origine. Bon, à l'école élémentaire, on attaquait, on commençait cette réflexion, à eux de la conduire tout au long de leur vie. Donc, alors c'est vrai que maintenant ça fait partie ça fait partie programme obligatoire du cursus scolaire, de savoir d'où on vient. Savoir d'où on vient. Et alors quand même, il y a des personnages qui prennent racine en Eure-et-Loir, et notamment ce médecin. Simon Levrault, oui, je le fais naître. Voilà, je le fais naître à Crécy-Couvet, et donc il passe aussi la fin de sa vie à Crécy-Couvet. Alors pourquoi Crécy-Couvet ? Parce que c'est un petit village cher à mon cœur pour des tas de raisons, mais aussi parce que il y avait un hôpital qui était l'hôpital Saint-Jean, qui avait été construit d'abord par Madame de Pompadour et puis après par le duc de Penthièvre, qui avait racheté le domaine, je crois que c'est en 1754, quelque chose comme ça. Et donc, dans cet hôpital, il y avait probablement un médecin, il y avait même plusieurs médecins qui s'occupaient des pauvres. Voilà. Donc, ça faisait partie quand même ça faisait partie du rôle du roi. Du rôle du roi, des comtes, etc. Voilà, de la noblesse de l'époque. Et donc, voilà, le médecin finit sa carrière de médecin à Crécy-Couvet, et après avoir vécu des aventures sur la mer, voilà. Alors, de fait, on partage la vie de ce médecin, donc qui est embauché, si j'ose dire, pour ce grand voyage, pour être le garant de la, entre guillemets, bonne qualité des esclaves, ou des futurs esclaves. Oui, chaque expédition négrière emmenait soit un médecin,
soit un chirurgien, soit, quand on ne trouvait pas ni médecin ni chirurgien, on emmenait un barbier chargé de constituer la cargaison, c'est-à-dire de sélectionner les plus beaux spécimens, ceux qu'on estimait capables de traverser la mer, de rester en bonne santé, et puis d'être présentables quand on arriverait de l'autre côté. Parce que le but c'était quand même de les vendre, donc de les vendre aux enchères, de vendre sur les marchés aux esclaves. Donc on avait besoin de gens compétents. Alors on est au XVIIIe siècle, les médecins ont un savoir quand même, un savoir qui n'a rien à voir avec ce que peut être la médecine aujourd'hui évidemment, mais qui est né de l'observation. Donc chaque médecin tenait un registre de santé, et sur ces registres de santé, il notait beaucoup de choses, tout ce qui concernait les maladies, etc. pendant le transport. Les médecins étudiaient ces documents et avaient capacité à essayer d'endiguer les épidémies, à veiller à mettre en œuvre un début d'hygiène, etc., pour évidemment faire traverser le maximum de déportés africains de l'autre côté, parce que ça coûtait très cher. Monter une expédition négrière, ça coûtait très très cher. Il fallait mobiliser des capitaux, donc il fallait essayer de ne pas perdre d'argent. Il fallait que ça rapporte. Alors effectivement, on voit aussi comment ce médecin est... à la fois doit faire ses preuves, doit montrer à l'équipage qu'il est des leurs, mais en même temps doit tenir compte de la condition sanitaire des esclaves, avec aussi tout ce qu'il y a de relations humaines qui se jouent d'où un peu l'aspect roman. Oui, alors là, évidemment, on est obligé d'imaginer parce que les documents qu'on peut consulter aujourd'hui sont des documents administratifs, essentiellement. C'est-à-dire des rôles, des rôles d'équipage, des relevés comptables, des choses comme ça, des registres de santé. Donc tout ce qui est l'aspect purement relationnel, on est un peu contraint de l'imaginer. Bien que on ait quand même des capitaines qui ont laissé des récits de traversées. Notamment, il y a beaucoup d'anglais, de pasteurs anglais, de capitaines anglais, notamment un capitaine dont le nom ne revient pas sur l'instant, mais qui a fait plusieurs expéditions négrières et puis qui un jour est devenu pasteur. Et lui a décrit longuement et dans le détail ce qu'il ressentait en tant que capitaine et tout son cheminement pour s'écarter de la traite et pour s'en retirer. Voilà. Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Puis on voit aussi quelques aspects de la vie quotidienne de le médecin par rapport à son domestique. Il y a des choses qui sont assez étonnantes. Disons, beaucoup de vies qui s'entrecroisent dans votre roman. Oui, alors moi je suis un lecteur passionné de Diderot. Et je suis notamment un lecteur accro de Jacques le Fataliste. Donc ce dialogue permanent du maître et de son domestique, en plus d'être un archétype littéraire du domestique, un peu le miroir du maître d'ailleurs. Voilà, donc il y avait ce dialogue entre le maître et